une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités That's It. Je suis Doomplante, avec moi PH Quentin. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pilou, qui est un chanteur, qui est un musicien, qui est un réalisateur d'albums, qui est un compositeur de musique de film, avec qui j'ai déjà collaboré. En fait, j'allais à son studio enregistrer, c'était super plaisant et j'ai rencontré quelqu'un vraiment fascinant, vraiment intéressant. En fait, c'est un des gars les plus intéressants que j'ai rencontré. C'est quelqu'un avec qui on pourrait parler des heures, qui a toujours des histoires, qui a toujours des idées vraiment fascinantes. Puis lui, en fait, il est aussi entrepreneur social. En fait, il nous explique un peu ça a été quoi son cheminement. Lui, il a décidé de quitter Montréal pour se rétablir en région, à Saint-Adrien, plus précisément, pas loin d'où il a grandi, pour vraiment... puis son but, en fait, c'est de créer une communauté d'artistes, de jeunes entrepreneurs, d'ingénieurs, de gens crinqués, de gens qui veulent s'investir dans un vivre ensemble nouveau, en région, où est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est vraiment fascinant, en fait. Je vais le laisser l'expliquer dans le podcast, mais je pense que ça va vous intéresser. Je pense que vous allez découvrir une personne réellement très spéciale et très intéressante. Donc, bonne écoute et oh yeah! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et aujourd'hui, je vous parle du Beard Hedger Pro Kit. Je m'en suis servi pas plus tard qu'hier pour me ramener le fameux look moustache pour l'été. C'est une tondeuse électrique spécialement faite pour la barbe, pour la pilosité faciale. C'est vraiment, comme tous les produits Manscaped, vraiment de la bombe. En fait, j'ai pas besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Je pense que vous le savez déjà. Et c'est vraiment pratique. On n'a pas besoin de changer les petits trucs là, sur le top. On peut changer la longueur en fait directement ici sur la tondeuse. C'est waterproof, ça va vraiment bien. On passe une fois, c'est réglé. On reste pas pris, on se fait pas mal. C'est vraiment super. En fait, comme tous les produits, moi c'est la meilleure tondeuse, le meilleur clipper pour la barbe que j'ai utilisé. Et avec ça vient avec tout un kit. Pour l'entretien de votre barbe, on a le shampoing, le revitalisant, la pommade, on a une petite brosse pour se brosser, on a les ciseaux, on a une huile pour la barbe, donc là, puis on a même un petit peigne. Avec ça, vous allez avoir la barbe parfaite, vous allez avoir la barbe idéale, celle dont vous avez toujours rêvé. Attendez pas plus, pour l'été, c'est important d'avoir une pilosité faciale parfaite, donc ça se passe avec le Beard Hedger Pro Kit. Alright. C'est quoi le film? J'ai manqué le début. Ça s'appelle... T'as-tu le droit d'en parler? Ouais, parce qu'on enregistre le... Okay, on enregistre. C'est parti. Okay. On parle de ça. Let's go, on parle de ça. Ouais, ben là, on jasait film scoring, ça. Ouais, j'étais supposé venir il y a une couple de semaines, puis finalement, j'ai eu un conflit d'horaire. Parce que c'est important que je passe 2 jours avec la réalisatrice Ariane Louis XVI. Le film, ça s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. T'as entendu parler? Ouais. Fait que c'est ça, c'est en montage. Là, on avait eu un genre de pré-picture lock, là. Fait que c'est ça, j'ai pris 2 jours pour composer la musique sur le film, tout ça. Puis j'aime ce process-là parce qu'après avoir fait 2 jours, passer à travers le film avec la réal, là, le monteur, il repart avec ça, il va replacer de la musique, il va replacer des trucs, des timings, tout ça. Puis là, ils vont revenir avec un picture lock. Puis là, je vais déjà avoir plein de matériel pour m'amuser, tu sais, pour faire le score final. Fait qu'avec la réal, vous checkez le film, puis t'étais là, OK, là, ça, j'ai une idée. Puis là, finalement, t'as fait la musique direct, puis avec elle à côté. Ouais. Elle est à côté, OK. Fait que vous écoutez le film, puis là, pendant qu'elle est là, toi, tu fais ton idée, puis là, vous bouncez un peu l'idée, ou c'est juste comme... Ouais, ben... Tu sais, chaque processus pour les musiques de film, dans le fond, c'est différent. Ouais. Chaque film est différent. Comme tu sais, chaque prod d'album est différente. Chaque artiste, chaque tune, c'est un process. Puis le but, c'est de découvrir le process en le faisant. Puis avec Ariane, ça fait quelques films qu'on fait ensemble. J'ai fait 2 courts-métrages avec elle. Puis là, c'est son premier long-métrage. Puis... on s'est vraiment dit, tu sais, elle a dit, écoute, on arrive avec on a un assemblage qui est pas loin du picture lock, puis tu sais, là, c'est le moment qu'on le regarde ensemble, tu sais, fait que on a fait ça sur 2 jours et demi, tu sais. T'es arrivé le premier soir, on a écouté le film, puis moi, à la première écoute,
je m'ouvre tout le temps un instrument virtuel, là, un piano, quelque chose, whatever. Comme ça, je peux, au moins si j'ai des idées de thèmes ou des idées de patentes, je m'allume un micro, je vais chanter, je vais fredonner, je vais crier de joie, je vais, tu sais... Puis quand je regarde le film pour la première fois... Puis mettons, tu fais « Ah », puis là tu fais pause, je joue de quoi? Je fais même pas pause, ça rec. OK. Ça rec du début en à la real fin. time, là, comme dans le temps quand il y a des pianistes qui accompagnaient des films. C'est exactement. Je me fais une première passe de film muet, mettons. Ouais. Ça, c'est un process que j'adore parce que souvent... Mais c'est fou, ça. Tu sais, il y a la musique référence. Ouais. Souvent, les réalisateurs, sur leur montage, ils vont mettre une musique ref, tout ça. Moi, je la mute. Puis non seulement, quand je peux, je demande à un assistant ou quelqu'un d'autre de monter la session. Puis je veux même pas la voir. Tu veux même pas l'entendre. Je veux même pas voir où il y a de la musique. Ah, OK. Tu sais, pour... Tu veux pas voir dans le logiciel c'est où qu'il y a de la musique qui rentre. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je veux pas voir visuellement où c'est qu'ils font rentrer de la musique parce que je veux pas que ça m'influence. Puis des fois, il y a des bouts où, comme compositeur, je vais trouver qu'il y a besoin de musique. Puis d'autres fois où il y en a pas besoin. Puis des fois, la réalisation va avoir mis de la musique à un endroit où tu fais comme... Si j'enlève la musique, le jeu des acteurs est tellement fort, la scène est tellement belle que t'as peut-être juste besoin d'un sound design ou d'une note. Mais si tu vas trop appuyer l'émotion, tu perds le truc. Fait que tu fais cette école-là qui est un call de réal souvent, de décider, mais ils te font assez confiance pour dire « OK, peut-être que Pilou, il a raison que ça prend pas de musique ou ça en prend là, ou on n'aurait pas pensé. » Oui, puis tu sais, des fois, c'est la première fois que je vois le film, fait que c'est mon premier feeling, tu sais, je vais avoir lu le scénario avant pour accepter le projet, mais c'est le premier gut feeling que moi j'ai par rapport au film, puis des fois... les réalisateurs puis les monteurs, ben, ils sont tellement attachés à des affaires puis tellement attachés au film que pour eux, c'est une évidence que ça prend ça là. Puis moi, j'arrive avec un regard frais, puis je dis « Ah, je sais pas. » Puis là, s'ils tiennent vraiment puis qu'ils veulent de la musique bord en bord dans ce bout-là puis une grosse trame émotive, on va faire ça. Parce que faut aussi faire confiance à l'instinct du réalisateur qui connaît son film, qui sait ce qu'il veut qu'il se passe là. Fait que tu sais, le but, je pense, c'est de pas avoir d'ego là-dedans, puis juste de dire, ben ça, c'était mon premier gut feeling, mais peut-être que c'est pas ça non plus. Là. C'est fou parce que, mettons, la trame sonore, puis ça va peut-être être obvious ce que je vais dire, mais la trame sonore d'un film, tu la changes, puis ça change complètement le film. Tu sais, c'est tellement important comme vecteur d'émotion que d'amener ton projet, mettons, t'es un réalisateur, mettons, t'as écrit le scénario aussi, t'as réalisé le film, puis là, c'est comme ton projet, ta vision, puis t'as pas, mettons, les aptitudes pour composer de la musique en plus. Souvent, si t'es scénariste, réalisateur, t'as pas mis beaucoup de temps à être capable d'apprendre la guitare. D'apprendre la guitare, là, tu sais. D'amener ton projet à quelqu'un d'autre, faire comme, OK, ben là, genre, de quoi d'aussi gros, aussi important... c'est hors de mes mains, là, tu sais, c'est hot, c'est fou. Mais c'est vraiment fou à quel point la musique, tu sais, puis la plupart des gens qui écoutent un film, même moi, en fait, souvent j'écoute des films puis je remarque pas tant la musique quand je suis dans le film, là, tu sais, même si je suis musicien puis que je fais ça, des fois C'est ça le but. Oui, c'est exactement, mais à quel point, mettons, c'est comme subliminal puis ça tape direct dans les émotions du monde, puis tu sais, mettons, je sais pas, des fois des vidéos YouTube drôles que, tu sais, ils changent la musique sur quelque chose puis tout d'un coup ça devient... genre complètement d'autre chose là. C'est vraiment puissant le pouvoir de la musique teaser sans qu'on s'en rende compte. American Psycho avec une toune pour faire comme si c'était un film à la American Pie là, genre c'est juste une scène comment ça marche bien, genre là t'as l'impression que tu vas écouter une comédie d'adolescent cave, tu sais. Ben c'est pour ça que les compositeurs, faut qu'on comprenne, tu sais, notre rôle là-dedans, tu sais. Chic Doom, t'en fais aussi du film. J'ai fait mon premier long métrage. Ben là c'est ça, j'ai vu ça passer sur les réseaux là. Félicitations, c'est cool, man. Tu vas être très bon là-dedans parce que tu as une bonne écoute. Puis je pense que c'est ça qu'il faut, tu sais. Comme compositeur de musique à l'image, il faut être à l'écoute du film. Puis il faut aussi, tu sais, se mettre à la place du spectateur tout le temps, là, tu sais, sans avoir à le prendre par la main, tu sais. Les gens sont pas nonos, là, les spectateurs, là, tu sais. Ils sont capables aussi de produire leurs propres émotions par rapport aux images qu'ils voient. Puis il y a moyen... très facilement avec la musique de faire dérouter une scène complètement. Puis ça, encore une fois, c'est ça, si t'appuies trop quelque chose, mettons, c'est déjà triste, puis que là que tu sors les gros violons, puis tout, à un moment donné, c'est comme, là, j'ai compris, tu sais, fait qu'il y a ça aussi à gager, c'est une fine ligne quand même entre
suggérer une émotion, mais pas rendre ça mélodramatique ou rendre ça comme surligné, jaune-orange. Exactement. À moins que tu fasses une série de police américaine, là ils veulent que tu soulignes chaque mouvement de tête, chaque mouvement de bras. C'est quasiment comme si le monde a des sabres laser dans les bras tout le temps, là, tu sais. Gros sound design tout le temps, puis tu te dis oh my god, il va se passer de quoi? Non, on s'en va à la pause. Mais ces séries-là, c'est tellement du divertissement pour du divertissement qu'ils veulent que le monde puisse mettre leur cerveau à off puis être capable de quand même suivre l'émotion. Exactement. Fait qu'il faut comme tu beurres le plus épais possible. Ah oui, là, tu prends par la main, puis tu t'établis le mood dès le début. C'est comme... Puis c'est barre en barre, là. Tu sais, il y a bien des séries que j'ai faites où sur un épisode de 45 minutes, il y a 42 minutes et demie de musique. Là. Fou, ouais, c'est barre en barre. Tout le temps, il y a tout le temps un fond de trame, il y a tout le temps quelque chose. Là. Mais en fait, on dit américain, mais moi, ça fait... Je suis comme réabonné au câble depuis très récemment, là, puis j'écoute le téléjournal à 6h30, puis là, à 7h, ça tombe sur Stat, à Radio-Canada, qui est comme une émission d'hôpital, là, un drame d'hôpital quotidien, là, genre. Puis là, j'écoute ça, puis c'est juste ça, là. Ça commence avec... Puis là, elle rentre chez eux, tu sais. Ouais. Là, c'est ça. Je sais pas si c'est quelqu'un qui compose ou si c'est de la musique... Je pense que c'est quelqu'un qui compose. Ouais, parce que c'est comme... C'est parce qu'il faut que tu composes, man. Chaque jour, là. Tout le monde qui travaille sur des quotidiennes de même, c'est démesurer la tâche à accomplir, là. C'est tous les jours, là. Puis c'est non-stop, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, j'admire... tu sais, toi, je sais que t'en fais vraiment beaucoup, puis tu sais que... Tu me disais que t'as trouvé tous tes thèmes, t'as scoré finalement pratiquement le film en 2 jours et demi. Moi, j'ai eu 2 mois pour faire le film. J'ai trouvé ça rushant, j'ai trouvé ça tête, là, tu sais. Ouais. Puis je comprends que c'est une affaire d'expérience, puis même plus t'en fais, tu développes des automatismes, puis tout, puis peut-être que j'ai mis 45 tracks, puis j'aurais pu en mettre 12, puis ça aurait été correct aussi, tu sais. À un moment donné, il faut peut-être savoir arrêter, mais ouais. 45 tracks. C'est bon. Ah ouais, ça finit à 96 tracks des fois, les mix, là, tu sais, même plus, ouais. Mais ouais, c'est ça, tu sais, être capable de pondre ça aussi rapidement, ça m'impressionne. Ouais, ben je pense que c'est une espèce de trucs que j'ai développé, tu sais, avec les années. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'impro musicale, tu sais, avec la Ligue d'impro musicale, avec des soirées de jam au Quai des Brumes, à l'Esco, les lundis, les mercredis, tout ça, tu sais, on jammait tout le temps. Puis je faisais beaucoup d'impro musicale aussi au conservatoire avec les collègues. Fait que tu sais, on improvisait autant dans le style baroque que dans le style pop-rock, en jazz, qu'en whatever. Fait que quand j'improvise sur un film, quand j'improvise sur une image ou quand j'ai besoin d'aller taper dans une émotion, probablement vu que je suis multi-instrumentiste aussi, je peux aller vers toutes sortes de thèmes, toutes sortes d'effets, toutes sortes de trucs. Puis les mélodies, pour moi, ça vient quand même assez clairement. Puis la construction d'un film puis d'un score aussi, tu sais, à force de le faire depuis 15 ans, j'ai développé des réflexes, des recettes, mais qui sont tout le temps renouvelé, tu sais, avec chaque projet. Parce que ça, tu veux pas être non plus le compositeur qui refait la même affaire sur chaque film puis que non, ça, bon, ça c'est bon, c'est ça, tu sais, tout le temps. C'est ça, exact. Tu veux chaque film. Il y en a qui font des carrières de 20 ans à Hollywood avec ça. Là. Ouais. Toujours le même truc. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis quand tu veux ça, tu vas vers lui, mais tu sais. Les plus grands, souvent, un film à l'autre, c'est comme une palette complètement différente de couleurs puis de procédés, de techniques. Fait que ça dépend vraiment du... Je veux... là, sortons un petit peu de ça. Je veux t'entendre parler, parce que je t'entendais à Tout le monde en parle, parler de ton retour, ton exil de la ville, dans le fond. Là, où est-ce que tu t'es transposé à Saint-Adrien. Puis c'est quelque chose que... Moi, je parle quand même souvent sur le podcast de comme l'espèce d'anxiété de la ville, puis l'envie de peut-être m'éloigner éventuellement. Puis là, évidemment, j'ai quitté une ville pour une autre. J'étais allé à Québec, c'est déjà moins dense, moins pire, mais j'ai quand même encore cet aspect-là de vouloir sortir de la ville éventuellement. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui a fait hey, « là, faut que je m'en aille », mettons. C'est drôle parce que, tu sais, en ce moment, c'est vraiment, tu sais, c'est à la mode, c'est le trend de sortir de la ville, d'aller vers les régions. Ça fait un bout, là. Ouais, ça fait 12 ans. C'est ça. Puis je trouve ça vraiment magnifique que maintenant, justement, tu sais, notre génération, puis même les plus jeunes, fassent hey, l'avenir est peut-être pas à Montréal, est peut-être pas à Québec, puis est peut-être dans nos régions. Ouais.
parce que tout est à bâtir en région, tu sais. Tout est à rebâtir. Ouais, c'est ça. Tout fut et est à rebâtir. Ouais. Puis pas qu'il n'y a rien en région. Il y a plein de choses qui sont là. Il y a plein d'acquis qui sont là. Il y a des choses à consolider, mais tu sais, ce qui est le fun là-dedans, je trouve, c'est que Geneviève puis moi, tu sais, on avait 26 ans. On était à Montréal. Elle avait son atelier, son appart. Moi, j'avais mon studio, mon condo. Puis on était les deux ensemble, puis on se disait, hey, c'est fou, là, tu sais, en ce moment, on travaille pour payer des hypothèques, on travaille pour payer des loyers, on travaille comme des fous pour avoir une qualité de vie qu'on réussira peut-être jamais à atteindre en ville parce que c'est tellement cher. Puis aussi, tu sais, on aime le grand air. On sortait tout le temps à la campagne dès qu'on pouvait. Les week-ends, c'est genre... On s'évade, tu sais. On allait à Oka, on allait à Saint-Placide chez des amis, on allait dans le canton de l'Est, tu sais, on se déplaçait, puis on aimait mieux être sur le bord d'une rivière que sur le bord de la 40, mettons. Ouais. On aimait mieux être sur le bord d'une rivière que sur le bord du canal. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, à un moment donné, moi, le déclic s'est vraiment fait, là. J'ai eu une espèce d'épiphanie quand j'étais en Chine en 2010 pour l'exposition universelle. J'ai eu la chance d'aller là-bas 3 semaines avec la délégation canadienne pour faire des concerts avec Marie-Jo Thériault. Puis on avait 4 concerts en 3 semaines. Fait que c'était magique. On a fait 4 shows devant des foules de 100 000 personnes en Chine, à Shanghai. Puis entre les 4 spectacles, on faisait partie de la délégation canadienne. Fait que on allait à des premières de films, on était invités à des 5 à 7, à des soupers, à des grosses tables d'honneur. C'était magique. J'ai vécu mon best life à Shanghai pendant 3 semaines. On était dans des penthouses, dans les grands hôtels. C'était merci le Cirque du Soleil et le gouvernement du Canada d'avoir organisé tout ça. Pour mes 25 ans. Ouais, c'est ça. Ça a comme pas de sens, là. Tu sais, ça, c'était fou. C'est une belle gig, là. Ouais, tu sais. Puis pour un petit gars d'Asbestos, tu sais, qui vient carrément d'un trou, tu sais, un endroit où il y a un immense trou avec une mine d'amiante. Ouais, littéralement. Quand tu regardes la map du Québec, il y a un trou au milieu, c'est Asbestos. Fait que c'était spécial. Puis en même temps, là-bas, j'étais dans mon hôtel, comme au 36e étage, je sais plus. Puis là, je regardais autour, puis je me disais... My God, il y a du monde sur la planète. Il y a tellement de monde dans les villes. Puis j'avais eu le même genre de révélation quand j'avais 7-8 ans, puis j'étais venu à Montréal pour la première fois, puis que je m'en rendais compte. On était passé de Outremont à Notre-Dame-de-Grâce par le Mont-Royal de nuit. Tu sais, à Noël, genre. Puis là, je voyais toutes les lumières de la ville, puis je disais à mes parents, ça, c'est quoi toute cette étendue de lumière-là qu'on voit? Puis ils me disaient... Ben ça, c'est les gens, c'est la ville de Montréal. Puis là, c'était tellement grand pour moi que je m'étais mis à pleurer. Ça m'avait comme bouleversé qu'il y ait autant de monde dans un endroit. J'étais genre, oh shit. Puis là, j'ai eu la même chose à 25 ans en Chine. J'ai fait, OK, là c'est sérieux, là. Tu sais, genre, l'air est dégueulasse. On voit pas 10 pieds devant nous à cause du smog, à cause de la pollution. Ça pue partout. J'étais comme, OK, ça se peut pas. Puis quand je suis revenu à Montréal, c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, OK, je peux aller n'importe où dans le monde, faire de la tournée comme ça, travailler, faire mon métier. Mais quand je reviens chez nous, ça peut pas être ça chez nous. Ça peut pas être mon condo dans Hochelag, puis mon studio. Puis là, de toute façon... Le studio, vous le savez comment c'est, tu construis des studios, tu as un bail commercial, ton bail fini, tu te fais mettre à la porte. Tu sais, les rénovictions, puis tout ça. Ouais, on connaît ça. On connaît très bien ça. C'est ça. Avec moi, j'ai construit 3 studios à Montréal, comme un clown. C'est jamais puis je me suis fait mettre dehors. Puis là, la 3e fois, j'avais mon studio avec Ben Charret au coin Saint-Urbain-Mont-Royal. Puis on a fait... On construit-tu un Xème studio à Montréal? Est-ce que la ville de Montréal a vraiment besoin d'un autre studio? Je pense pas. Fait que c'est à partir de là que j'ai décidé, parce que aussi je faisais beaucoup de musique de film puis de trucs pour l'Europe puis les États-Unis via Skype. Fait que des fois, je rencontrais même pas les réals. Je recevais les trucs, je faisais la musique, je l'envoyais, tout par Internet. Il y a 12-13 ans. Fait que là, j'ai fait, je peux faire mon métier de n'importe où dans le monde.
Puis là, le trip au début, c'était de dire je vais acheter un terrain au bord de la mer au Mexique, puis je vais faire mon studio là, puis je vais travailler de là. Puis là, il est arrivé, le village où on voulait s'installer, il y a eu genre des fusillades cette semaine-là. Ouais. Le dude avec qui on était supposé transiger pour le terrain, il est disparu. Fait que là, j'ai fait c'est comme... moi qui arrive avec 150 000 $ de stock. Ouais. Je vais juste déposer ça ici. Ouais, c'est ça. J'arrive avec tout mon studio parfait, la vanne, tu sais. Donc, fait que là, le projet Mexique est mort dans l'œuf, là. Peut-être avec le dude qui devait nous vendre un terrain. Mais bref, c'était un peu sketch. Ouais. Fait que là, je me suis dit, ah ben, tu sais, OK, le Mexique, non. Mais la campagne au Québec, peut-être. Là, on s'est mis à regarder... à 1 heure de Montréal, à 1h30 de Montréal. Puis là, c'était soit pas achetable ou c'était dans le milieu d'un champ avec plein de maïs génétiquement modifié tout le tour. Puis là, on se disait, on va-tu vraiment habiter à Marieville au milieu d'un champ, genre, ou à Rougemont au milieu d'un champ? Fait que, au bout de nos recherches, à un moment donné, j'ai fait, ben si on va à 2 heures de Montréal, moi, je viens d'un coin qui est la MRC des Sources, qui est méconnue, qui est en pleine revitalisation à cause de la fermeture des mines d'amiante, fait qu'il y avait des incitatifs pour les jeunes familles à venir s'installer. Puis on est carrément tombé sur le jackpot, dans le fond. Là, on venait visiter des maisons, puis finalement, le but, c'était d'avoir une maison avec une grange pour transformer la grange en studio, puis en atelier pour ma blonde. Puis finalement, j'ai croisé un de mes chums d'enfance, Étienne Pellerin, pour ne pas le nommer, à un feu de camp le vendredi soir, ben random. Je suis un autre de mes chums, je suis comme « Hey, ils font un feu, on y va. » Je vois tous mes chums secondaires, tout ça, puis Étienne, il me dit, Pierre, il dit, la terre où on allait se promener quand on était jeune en 4 roues, puis tout ça, il dit, mon père a découvert que ces zones est blanc. Fait qu'on peut se construire, puis il peut nous vendre des terrains. Puis il veut nous vendre des terrains à moi puis mes chums, puis tout ça, puis qu'on se fasse... notre quartier de rêve, tu sais. Fait que ça s'appelle Espace Nature Petit Ham. Puis on est allé le lendemain, là, tu sais. On a cancellé toutes nos visites de maison. On est allé à Saint-Adrien, qui est une banlieue d'Asbestos. Ouais. Puis là, c'était comme la petite séduction, là. C'était le festival du bûcheron d'antan sur le terrain de balle. Il y avait un spectacle de Madame Moustache. Il y avait des kids qui couraient partout. Tout le monde était fin. Il y avait de la bonne il y a toujours un marché naturel organique tous les dimanches. C'est ça, on était comme... Ah ouais, tu sais, c'était un gros samedi, là. C'était comme... Il y avait du monde. Là, on était comme... OK, c'est fou, tu sais. Puis là, le père à mon ami nous a pris en calèche avec les chevaux. Il nous a amené visiter le terrain. Là, on était genre... Ben, OK, mais parfait, c'est ici. Sauf que là, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de maison. On achetait une forêt, tu sais. Ouais. Puis là, mon ami Étienne, encore une fois, qui m'a convaincu, il dit moi, j'ai construit ma maison. Si j'étais capable, toi, t'es capable. Fait que... Ah ouais. Pourquoi pas? Fait que c'est comme ça que ça a commencé, cette affaire-là. Tu sais, on voulait sortir de la ville, puis à force de pas trouver ce qu'on voulait, puis qu'il y ait rien vraiment qui nous parle, ben... On a acheté une forêt puis on a décidé de construire notre maison, tu sais. Mais on savait pas dans quoi on s'embarquait, tu sais. Ouais. À 26 ans, tu décides, je vais faire une autoconstruction, construire ma maison, jamais fait ça. En plus, on a fait 3 maisons le même été. Est-ce que c'était juste... C'était toi et tes amis, dans le fond, vous construisiez les maisons ou c'était juste toi et ta blonde? C'était moi et ma blonde avec mon père, qui est pas un gars de la construction, qui est un travailleur social et musicien retraité, avec mon voisin, qui lui avait construit sa maison l'année d'avant, qui a dit « Ah, je vais vous donner une couple de trucs, tout ça, je vais vous donner un coup de main. » Puis un autre de nos amis qui est ingénieur, mais surtout très ingénieux, puis de bons conseils, qui nous a conseillé tout ça, puis on a fait vraiment une autoconstruction pure et dure. Là. Ouais. Fait qu'on a tout contracté, on a tout fait nous autres mêmes. On a coupé le bois, on a sorti le bois avec des chums, avec des chevaux. On a amené ça au moulin à scie. On a fait scier le bois. On a, tu sais, c'était de A à Z. C'est débile. Ça a pris un été, juste un été? Ouais, 8 mois. 8 mois, les 3 bâtisses. Mais tout est venu avec Ariane. Ouais. C'est ça, on est venu enregistrer chez vous, puis... Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Puis, tu sais, je veux dire, tu fais partie de cet écosystème-là qui fait que c'est un coin qu'on dirait qui est en pleine, genre, un plein boom culturel, puis de toutes les sortes. Mais, tu sais, il y a vraiment une vibe dans ce village-là, à Saint-Adrien, que, tu sais,
t'arrives là, ben là, il y a le studio à Pilou, il y a l'église qui est convertie maintenant, qui a des bureaux, ben, on en parlera, qui a des bureaux de cinéma, puis de toutes sortes d'affaires. T'as justement l'épicerie bio 24 heures. Le Saint-Vrac, ouais. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est justement, c'est comme on dirait que c'est en fait le village du futur un peu, là, tu sais, l'espèce de retour, mais où est-ce que tout est traditionnel, mais en même temps, tout est super moderne, puis tout est comme optimisé pour une genre de vie, justement. Là, collective et genre... collective, mais de 2023. Ouais, mettons. exact. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, aussi très basé sur des valeurs d'antan. Tu sais, mettons la confiance. Tu sais, nous autres, le Saint-Vrac, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'employés. Pour les membres, il n'y a pas d'employés. Tu sais, on essaye qu'il y ait des gens, tu sais, il y a des membres qui viennent passer des journées, des fois, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui fait l'inventaire, qui arrange des trucs. Fait que, tu sais, de 9 à 5, il y a souvent quelqu'un pour aider les clients, puis c'est ouvert au public. Mais entre les heures d'ouverture, comme membre, tu peux y aller, tu as une petite puce électronique, tu ouvres la porte, tu rentres, tu fais tes achats, c'est libre service avec le iPad puis un Square. L'inventaire est tout automatisé, tout ça. Fait que tu sais, quand il se met à manquer de trucs, il y a une commande automatique qui part pour dire une alerte qui dit hey, là, on commence à manquer des riz, il faudrait checker ça. Ouais. Fait que puis aussi, tu sais, c'est beaucoup de la création de liens, tu sais, ce truc-là. Puis, tu sais, le Saint-Vrac, maintenant, a pignon sur rue, au coin de la rue, tu sais, mais ça, on avait démarré ça dans l'église, tu sais. C'est dans la foulée de l'achat de l'église puis de l'ouverture des portes de l'église à des projets communautaires, justement, culturels, qu'on a dit, ben utilisons cet espace-là pour démarrer des trucs, puis une fois qu'ils vivent d'eux-mêmes, ben ils pourront occuper le territoire ailleurs, mais tout en gardant un lien ensemble. Ouais. Tu parles de lien puis de confiance, puis tu sais, on dirait que chacun de tes projets, parce que tu sais, mettons, plus on te parle longtemps, plus il y a des projets qui sortent, que ça, j'avais jamais entendu parler de ça, mais un autre projet à Pilou, mettons, puis on dirait qu'il y en a à l'infini, là, tu sais. Ouais. Tu sais, en fait, justement, cette semaine-là, c'était comme... c'était la semaine qu'on est venu enregistrer chez vous, c'était comme un peu... tu sais, nous autres, on était dans le studio, dans notre bulle, puis la manette, tu débarquais, puis tu sais, ah, ben là, aujourd'hui, j'ai un vernissage à telle place pour les œuvres à ma blonde, puis tel. Puis là, c'était comme... On dirait que chaque journée avait comme 12 projets, mais on dirait que chacun de ces projets-là commence par... c'est comme ton histoire tantôt de j'ai croisé quelqu'un par hasard, un chum, on s'est mis à jaser, puis c'est devenu un projet, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça incroyable, en fait, comment que j'ai l'impression que t'es comme quelqu'un qui attire ce genre d'affaires-là de hey, non, puis ok, là, je parle avec ça, ça me donne une idée, on va faire ça, puis là, tout d'un coup, il y a des affaires qui se passent, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, il y a le truc, tu sais, de... Moi, je parle des choses, tu sais. Il y a des gens, ils vont attendre que ça soit fait de A à Z avant de lancer quelque chose, puis là, doser, puis là, nanana. Moi, j'en parle pour qu'il y ait des gens qui se mettent à graviter autour du projet, que ça a un effet d'entraînement, puis qu'on puisse le réaliser ensemble. Parce que je sais que tout seul, je peux pas réaliser tous ces projets-là. Par contre, si j'ai l'idée, la vision, puis que je sème la graine dans la tête de d'autres personnes, ben ces gens-là vont finir par se sentir concernés, par se mobiliser, puis par dire « Hey, crime, ça, tu sais, on devrait le faire. » Puis là, ils rappellent, puis ils sont comme « Hey, Pilou, tu sais, ton idée l'autre jour de faire ça, on pense que ça serait une bonne idée. » Puis là, je suis comme « OK, ben trouvons le meilleur véhicule pour faire arriver ce projet-là, puis essayons de le structurer de manière à ce que ça devienne possible. Puis peut-être que le projet va changer en cours de route, qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont se rattacher, mais au final, le but, c'est que ça se passe. C'est de... Tu sais, moi, j'haïs le statu quo, tu sais. Ouais. Quand on se dit, c'est de même, parce que c'est de même, on a toujours fait ça de même, fait que ça va continuer à être de même. Ou bien tu sais, l'éternel, je voudrais faire ça, mais que aucune action est prise pour faire ça, fait que finalement, c'est ça. Puis tu sais, des fois, si 20% de ce qu'il y a dans ma tête se matérialise puis se réalise, ben ça sera déjà ça, tu sais. Mais moi, j'aime ça parler du 100% parce qu'il y a un 80% là-dedans que je trouve qui est important, tu sais. Puis, je me rends compte, tu sais, c'est avec le temps puis avec les actions concrètes qu'on finit par y arriver, tu sais. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, tu sais. Puis, tu sais, s'il y a quelque chose que ça m'a appris d'avoir construit ma maison en 2012, là,
c'est que tout est possible. Parce que quand j'ai annoncé à toutes les chums à Montréal en 2011, « Hey, je me suis acheté une terre de 16 acres avec Geneviève, on va construire notre maison l'été prochain. » Nous-mêmes, on déménage là, puis on construit un studio, un atelier, puis une maison, puis on rénove la vieille grange. Puis c'est ça le plan, on s'en va vivre dans le fin fond des bois. Puis that's it. Là, tout le monde était comme, ben, oublie ça, man, personne va venir là-bas. Comment tu vas faire pour tes gigs? Comment tu vas faire pour le studio? Comment tu vas faire, tu sais? Puis la morale de l'histoire, c'est que la première année d'ouverture du studio, ben, les chiffres parlent, tu sais, on a quintuplé le chiffre d'affaires de la compagnie. Tu sais, en déménageant en campagne, tout le monde pensait qu'on allait perdre au change. Puis finalement, non. On a quintuplé le chiffre d'affaires, puis les artistes aiment ça venir aussi. Ben c'est ça, ouais. Parce que c'est une expérience, parce que il n'y a pas de réseau cellulaire, parce qu'il y a le Saint-Vrac, il y a de la bouffe locale, puis des bonnes petites bouteilles de cidre local pas étiquetées, puis c'est bon, là, tu sais. Ouais. Fait que ce boom de chiffre d'affaires-là, mettons, c'est venu de quoi? C'est venu justement de plus de demandes, plus d'artistes, plus de réalisation d'albums ou plus de film scoring ou plus de... Les deux, en fait. Tu sais, cette année-là, c'est sûr que ça a aidé. Ça a été l'année où j'ai fait le film de Denis Arcand. Fait que ça a été mon premier gros score. En fait, la première année et demie qu'on était au studio, c'est un des premiers films que j'ai fait là-dedans, Le règne de la beauté. J'ai fait La foire et l'ordre de Philippe Braque, qu'on a coproduit ensemble, sur mon modèle de coproduction que je fais depuis 15 ans, peut-être, avec les artistes. Fait que, on a coproduit La foire et l'ordre. Il y a eu plusieurs albums là, dans ces années-là, puis plusieurs artistes qui sont venus, plusieurs musiques de films aussi. Fait que ça a contribué. Mais il y a aussi le fait que je payais plus un méga gros loyer Saint-Urbain-Mont-Royal. Fait que tu sais, le condo, le studio, l'appart, l'atelier, tu combines ça, puis là, c'est tout dans le même panier, sur un terrain, sur une terre agricole, maisonnée blanche, à Saint-Adrien. Fait que c'est sûr que ça a rationalisé nos dépenses, toutes les affaires, puis aussi... Geneviève, ces années-là, elle tournait dans Haut, à TVA. Fait que, tu sais, c'était des gros mois de tournage, des grosses années là, pour elle, là, de tournage en ville. Mais en même temps, ça tourne pendant 2 mois, puis qu'après, elle a 10 mois dans l'année pour être à la maison, à campagne. C'est le fun, là. Ça vaut pour la faire peine, sa peinture, puis développer toutes ces autres affaires. Tu parles de ton modèle de coproduction. Ouais. C'est quoi? Peux-tu l'expliquer? Ben, en fait, avec les artistes que je produis, que je coproduis, il y a toujours des droits inhérents aux bandes maîtresses, puis aux éditions. Puis moi, depuis 15 ans, j'ai ma maison d'édition, Birdhouse Publishing. Fait que souvent, des artistes qui, par exemple, sont émergents, peuvent pas payer du temps en studio, peuvent pas payer pour la réalisation, pour tout ça. Ils arrivent avec une toune ou des bouts de toune qu'ils veulent faire réaliser, produire. Moi, j'ai les studios, puis la réalisation, puis tout ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'au lieu que moi, je devienne le producteur, puis que je les paye pour qu'ils jouent sur les bandes maîtresses, puis que j'aie 100% des bandes maîtresses, je dis, on le fait ensemble, conjointement. On sépare les bandes maîtresses 50-50. Moi, je fournis les studios, la réal. Toi, tu fournis les tunes, puis ton talent. Puis après... le studio fournit tout ce qui est équipement, mixage, mastering, tout ça, paye toutes ces dépenses-là. Puis la création des œuvres aussi conjointement se fait souvent en studio parce que les artistes arrivent, ils ont une bonne idée de tune, guide voix, mais des fois on va rajouter un bridge, un chorus, une affaire. Fait que après la gestion des droits se fait par Birdhouse Publishing. Fait que ce qui fait que toutes les musiques de films que j'ai faites, à 95%, je pense, puis les albums aussi que j'ai réalisés, Studio Lenny, qui est ma compagnie, a une part d'édition, puis une part de bande maîtresse. Donc, je fais pas d'argent maintenant, mais sur le long terme, dans 50 ans, mes ayants droit vont encore récolter les fruits de ce qu'on a fait là, tu sais. Puis je trouve que ce qui est le fun pour un artiste, c'est que comme
producteur, comme réalisateur, j'ai intérêt à ce que ça soit le meilleur album Ben possible, oui, c'est ça, puis les exact. meilleures tunes possibles, parce que je suis co-investisseur. Exact. Puis là, il y a d'autres modèles qui vont découler de tout ça maintenant. Tu sais, le equity crowdfunding, qui est basé justement sur la revente d'un catalogue d'édition, par exemple. Dans le même genre de modèle, un artiste pourrait dire « Moi, je veux faire mon prochain album. J'ai pas un rond pour le faire. Vous êtes mes fans. Vous êtes 100 000. Ouais. Donnez-moi chacun 1 pièce. Je vais avoir 100 000 pièces pour faire mon album. Puis pour ça, les 100 000 personnes qui vont donner 1 pièce, je vais vous donner 10% de mes royalties pour toujours. » Fait que là, les 100 000 fans C'est hot, ça. viennent de s'engager dans la carrière de l'artiste. L'artiste, lui, va créer son album, puis après, il vient d'avoir une presse, puis un fanbase qui De va 100 000 avoir personnes. intérêt à ce que le reste de la planète écoute cet album-là, parce que chaque fois que ça tourne sur Spotify, chaque fois que ça joue à la radio, Ils font 10% eux, de ils ça. font 10% de ça. Fait que c'est des trucs qu'un collègue, Guillaume Desiel, chez Allocentrique, développe, tu sais, qui est l'ancien gérant des Valeurs, puis tout ça, qui a une maison d'édition aussi, puis on collabore sur des projets. Puis je trouve ça vraiment intéressant, puis il y a même un moyen, tu sais, encore plus poussé de faire une gestion de ces droits-là, qui serait d'adosser ces parts-là éditoriales sur un contrat, un smart contract sur la blockchain. Fait qu'à ce moment-là, tous les gens qui ont des adresses blockchain, qui ont des adresses numériques, quand il y a 1 pièce qui rentre sur ce projet-là, ben le 10 cents qui doit être redistribué va être redistribué directement sur les adresses Tout de numériques. suite. Fait que tu peux avoir 100 000 adresses pour un 10 cents, puis ça se calcule, toutes ces fractions-là, puis ça se dépose automatiquement. Ouais. C'est fou. Mm. C'est fou. Puis là, tu parles de... Tu sais, depuis tantôt, tous les projets, toutes les idées qui te viennent, toutes ces affaires-là, mais en même temps, derrière tout cette espèce d'aspect imaginatif et créatif, il y a un petit casse-tête logistique, fiscal et entrepreneurial, là, mettons. Là, tu sais. Est-ce que toi, tu as ça aussi en toi ou il y a du monde autour de toi qui ont... Toi, as-tu les idées, puis après ça, tu délègues un peu, ou c'est toi qui gère tout ça? Là? C'est un... Parce que plus il y a de projets, plus ça devient débile mental. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, dans la plupart des projets, il y a des associés qui sont dans le projet, qui sont complémentaires avec moi, mettons. Fait que tu sais, ça prend, quelqu'un qui tient les cordons de la bourse, quelqu'un qui fait du développement stratégique, qui fait, tu sais, il y a des gens qui sont un peu dans chacune des entreprises, dans chacune des verticales. Il y a des gens qui sont là, qui sont responsables, là, des directeurs généraux ou des chargés de projet. Ouais. Non, parce que sinon, ça se pourrait juste pas. Là, c'est ça. Là. Ça fait peut-être 8 ans qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de mon administration. Okay. Dans les différents projets, il y a différentes firmes comptables qui s'occupent que ces projets-là fonctionnent. Fait que, donc c'est ça, c'est tous des postes budgétaires différents avec des associés ou pas, ou avec des chargés de projet. Mais c'est certain que c'est pas moi qui fais arriver toutes ces choses-là. Ouais. Moi, j'étais à la base à l'idéation, puis ce que je veux, c'est créer de la valeur. Puis créer de la valeur pour ma communauté, pour les gens avec qui je travaille, et par le biais, développer des nouveaux modèles qui vont servir à toute la société, éventuellement, tu sais. Ouais. Puis concrètement, c'est quoi, en fait, les différents... Mettons qu'on sépare ton cerveau entre les différents projets, là, mettons qu'on fait l'éventail, c'est quoi les principaux, mettons, trucs les principales compagnies, finalement, dans lesquelles tu t'investis? Studio Leni, c'est la main, parce que c'est Studio Leni qui a permis de développer pas mal tout le reste. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on a développé un modèle de développement territorial à Saint-Adrien, axé beaucoup sur la culture. Mm-hmm. Fait que, tu sais, Studio Leni étant l'élément de culture, l'élément, tu sais, production audiovisuelle, puis maison d'édition, puis studio d'enregistrement. Ça a créé de l'activité économique dans la MRC, puis ça a créé une espèce de outlook, puis pas mal tout a découlé de ça. Parce que si on regarde le BEAM, le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia. Qui est dans l'église que tu as acheté. Qui est dans l'église, exactement. Ben, le BEAM est arrivé beaucoup à cause d'un constat que j'avais,
qui était que comme compositeur de musique à l'image, j'étais en contact avec des producteurs en Estrie, des producteurs à Montréal, un peu partout dans le monde, qui me contactaient, moi, pour que je leur trouve des lieux de tournage en région. Fait que là, je me suis penché sur le cas et j'ai dit « Hey, il n'y a personne qui fait ça, trouver des lieux de tournage en Estrie, dans la région. Pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers le compositeur du film pour les aider? » Si on me pose cette question-là à moi, qui n'a aucune expertise dans ça veut dire qu'il n'y a personne avec une expertise qui peut le faire. Exactement. J'étais comme, bon, ben là, ça, c'est des grosses prods. Puis là, il me demande une grange rouge avec possiblement 2 skidoo des années 70 avec telle affaire. Puis j'étais comme... la grange à Picard, ça pourrait le faire. C'est parce qu'ils savent quand même que tu as sûrement une réponse à la question. Exactement. La grande à Picard, ça pourrait marcher. Fait que là, je me suis mis à devenir fixeur pour des prods. Puis c'est de même que j'ai produit mon premier vidéoclip pour Kygo. Tu sais, quand même, un artiste de Singapour. J'ai produit un clip pour Kygo parce qu'au début, j'étais fixeur pour la gig, pour un producteur de Montréal. Puis j'avais tout trouvé, tu sais, il y avait besoin genre de 60 figurants, 20 véhicules, des 4 roues, des champs, tu sais, tout là, on avait tout trouvé. Puis moi, j'avais déjà engagé du monde, tu sais, j'avais déjà donné... C'était le village au complet, là. J'avais déjà donné 200$ à un gars pour qu'il soit là tel jour avec son 4 roues, telle affaire, nanana. Puis là, 2 jours avant, le producteur de Montréal, il m'appelle, puis il fait comme... Je tire la plug, il dit « C'est trop ambitieux comme projet, ça se peut pas, on peut pas faire ça en région, c'est trop compliqué. » Puis là, j'étais comme « Attends une minute, là, moi, je viens de me clencher 3 semaines de travail pour trouver ce monde-là, booker les locks, tout booker l'affaire, puis là, tu m'enlèves ça. Puis en plus... » Là, ça faisait une couple de fois que je faisais le fixeur pour des prods, puis j'étais allé voir les gens de la MRC de ma région, puis j'avais dit... Hey, un moment donné, on va faire venir LA ici. Hollywood va venir ici, il va y avoir des Américains ici. Ils vont venir tourner. Puis là, on va revirer ça, là, tu sais. On utilise la main-d'œuvre spécialisée sur notre territoire pour capturer la ressource qui est nos paysages puis nos talents pour des intérêts étrangers. Fait que c'est comme si j'étais une compagnie minière, man, qui venait capter la ressource. Bref. Là... 2 jours avant le tournage, le producteur de Montréal, il dit « Non, ça se passera pas. » Ben là, j'ai dit « Ben, moi, je vais le faire arriver. Donne-moi le contact du producer à LA. » Fait que je l'ai FaceTimé. Il était entre 2 vols. Il s'en allait ailleurs. Puis il dit « Hey, you're Pilou. » Puis là, j'étais comme « Oui, that's me. » Il était comme « OK, I knew I had to talk to you. » Fait que là, il entendait déjà les rumeurs d'un gars qui il était déjà genre « Hey, faut que tu parles à Pilou. Il est craqué, ça va marcher. » Fait que, bref, 2 jours plus tard, il y avait une équipe de 8 Américains, un directeur photo émérite, un grand réalisateur, toute une belle gang pour venir produire le clip de Kygo. Puis c'est Studio Lenny qui a été prod exécutive. Puis une couple de semaines avant, on avait fait un clip pour Danny Placard avec un jeune producteur que j'ai vraiment aimé qui s'appelle Sam Caron, qui a Telescope Film maintenant. Puis Sam, il me disait... Moi, là, d'ici 2-3 ans, je veux faire des grosses prods américaines. Puis là, je l'ai appelé 2 semaines après, puis j'ai dit « Man, t'es-tu bien assis? Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Tu t'en viens avec moi, on produit un clip pour Kygo, on va faire ça ensemble, ça va être capoté. » Puis on l'a fait. Bon, tu sais, on n'a pas dormi pendant 8 jours, puis j'ai pleuré je sais plus combien de centaines de fois pendant tout ce temps-là, tu sais, pleurer de joie, de tristesse, de colère, de genre... De fatigue. Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais tu sais... Vous irez voir le clip, c'est Stargazing de Kygo. Puis tu sais, on a construit un vaisseau spatial. Il y a un de nos chums qui a construit une navette spatiale de 30 pieds de long. On a fait de la pyrotechnie. On a appris beaucoup de choses pendant ce tournage-là. C'est fou, c'est comme construire une maison en 8 mois. Là. Ouais, exact. Comme on a appris tellement d'affaires on a tellement appris, tu sais. Fait que, je pense que c'est ça le fun, tu sais, c'est de faire des nouvelles affaires. Mais là, ça m'a vraiment fait comprendre, puis ça m'a fait réaliser que on avait besoin de réactiver le bureau du cinéma et de la télévision de l'Estrie. Tu sais, il y avait jadis un bureau du cinéma en Estrie qui était inactif depuis peut-être 15 ans, fait que là, ça fait 20 ans, tu sais. Il y a un bureau du cinéma et de la télévision du Québec à Montréal, tu sais, qui est financé, puis que ça va bien, là. Il attire des tournages à Montréal, on n'a pas de problème à remplir les studios, même qu'il faudrait construire beaucoup plus de studios, là, tu sais, on l'a vu dans les 10 dernières années. Toronto, Vancouver sont passés de 5 à 22 studios, là, tu sais, ça pop partout. Ouais. À Montréal, il faut qu'on fasse ça aussi, mais à l'extérieur de Montréal, c'est le fun aussi, tu sais, faire des prods. Fait que c'est ça qu'on a voulu mettre de l'avant en fondant
le Beam. On s'est dit, ça va nous prendre des bureaux, ça va nous prendre une place pour faire des studios. Notre spécialité, c'est quoi, nous autres? Ben, c'est le son. C'est le son, puis l'image. On a du monde en Estrie qui développe plein de trucs. On a des directeurs photos, puis on s'est rendu compte aussi, tu sais, à travers le shoot avec la gang de Kaigo, une journée, notre premier assistant caméra pouvait pas être là, genre jour 3. Okay. Puis là, on rushait vraiment à trouver quelqu'un pour tirer le point. Puis ça, tirer le point, c'est faire le focus des lentilles, tu sais, puis là, tout. Puis là, c'est une job hyper pointue puis complexe, puis genre le bottin, là, on l'avait fait le tour, personne ne pouvait. Mm-hmm. Puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, avez-vous pensé à Jocelyn Simard? » Puis là, on était comme « Ah, Jocelyn, OK, ouais. » Puis là, je fais comme « Jocelyn, le chum à Lorette. » Là, on était comme « Man, il habite à Saint-Adrien. Okay. » Puis on savait que ce monsieur-là, il était caméraman à Radio-Canada, puis qu'il était, tu sais, un bon caméraman. Mais Colin, c'est un assistant cam, un premier assistant qui a fait genre 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, qui a fait plein de gros films américains. Puis c'est genre le top-notch que les Américains veulent travailler avec lui quand ils viennent ici. Puis il habite dans notre village. Puis là, on l'a appelé. Puis il était libre le lendemain matin. Puis on n'avait même pas besoin de le faire venir de Montréal. Il était déjà là. Là, je capotais. J'étais comme, si lui est là, t'imagines-tu le nombre de talents qu'il y a autour de Saint-Adrien, puis en Estrie, puis des Bois-Francs, puis autour, qui ont des chalets là, ou qui ont des maisons là, mais qui reviennent à Montréal travailler. Puis j'ai dit, pourquoi est-ce que leur job peut pas exister dans leur région, tu sais? Fait qu'on a fondé le Beam en se disant, on va rassembler ces talents-là, on va se donner des lieux, on va se donner des équipements de pointe, on va se donner un hub créatif pour co-créer ensemble ce monde-là où nos jobs existent en région. C'est vraiment hot. Je trouve ça tellement... on dirait que je t'entends parler, puis je trouve que c'est un genre de... Un genre de capitalisme qui redonne, on dirait, je sais pas comment bien le définir, là, parce qu'on dirait que, tu sais, il y a de la profitabilité dans ton truc. Je veux dire, Kaigo, il débarque, là, c'est du revenu, là, tu sais. Oui, écoute, c'est des retombées, c'est 100 000 US de retombées dans un village de 500 habitants. C'est ça, puis on dirait que ça m'apparaît comme... quand je me positionne sur, genre, l'avenir puis le futur, on dirait que... Parce que, je vais reculer d'un pas... Parler de décroissance, je suis pas sûr que ça me parle, parce que j'ai l'impression que c'est comme impossible par la nature de l'homme. Tu sais, l'homme veut tout le temps... l'homme, pas l'homme. L'être humain veut tout le temps plus, puis être meilleur, puis s'améliorer. Puis je pense que c'est une des choses qui fait qu'on est qui on est, puis qu'on est capable de se dépasser, puis de repousser nos limites, parce que c'est intéressant, ça. Fait que quand tu rentres le facteur monétaire dans cette histoire-là, ça reste un enjeu. Fait que je pense pas que la décroissance est la suite, mais on dirait que ce modèle-là m'apparaît tellement sain, puis genre collectif, puis intéressant, bien qu'il y a un aspect de profitabilité, puis de création d'emplois, puis de croissance économique, là, en fait, là, tu sais. Ouais. En fait, c'est, tu sais, le truc derrière ça, c'est que c'est du slow money. Tu sais, c'est... Puis, tu sais, je vais faire un autre parallèle d'une autre boîte qui existe, qui est Projet 1606, qui est un accélérateur de transition, puis une compagnie d'investissement immobilier à impact. Donc, cette compagnie-là a été créée dans la foulée de l'achat de l'église, mais maintenant, c'est diversifié, puis possède d'autres bâtiments immobiliers dans le village de Saint-Adrien et à l'extérieur. Puis l'idée de l'investissement... En Estrie, principalement, puis éventuellement peut-être ailleurs au Québec, tu sais. Puis l'idée derrière l'investissement immobilier impact, c'est de dire, il y a des bâtiments en ce moment qui sont sous-utilisés dans nos régions, qui sont encore sains, qui sont encore beaux, pas sains dans le sens de sains, mais en bon état. En bon état. Et puis... que si on les investiguait, puis s'il y avait des activités qui se passaient dedans, bien peut-être qu'on pourrait attirer des gens à venir monter des projets là-dedans. Fait que le but de l'immobilier impact, c'est de maintenir des bâtiments sur 20, 30, 40 ans. C'est du long terme. Puis c'est de dire, on va développer l'écosystème
culturelle, entrepreneuriale, puis sociale, puis communautaire autour de ces bâtiments et dans ces bâtiments-là, en injectant du capital dans des projets structurants puis des projets porteurs pour tous, pour la communauté. Mm-hmm. Puis là où, tu sais, il y a de l'incompréhension par rapport à ce modèle-là, c'est que les gens ils disent « Ouais, mais c'est une compagnie d'investissement privée, les autres, ils veulent des rendements, là. Ils veulent des rendements. » Bien, les rendements, ils vont venir si ton écosystème se développe. Puis si les entreprises autour des bâtiments puis autour de l'immobilier se développent, puis si le village prend de la valeur et que la vie de tout le monde s'améliore, puis que l'indice de bonheur augmente, puis que le nombre de légumes bio qui poussent à proximité augmente, puis que le nombre de garderies augmente, puis que le nombre d'élèves à l'école augmente parce qu'il y a plus de construction, puis que les constructions sont plus écologiques parce qu'il y a une meilleure conscience, puis qu'on explique bien les choses, bien là, tout l'écosystème s'élève. Puis là, tu vas avoir un retour sur investissement parce que le bâtiment que tu vas avoir acheté 100 000 en 2010, ben en 2025, ben il va valoir 250 000, mais pas... On s'entend qu'on est loin d'acheter un condo, le rénover puis le flipper pour 75 000 en 6 mois. Là. Exact. Ouais. C'est un long flip. Ouais. Puis c'est un flip qui va avoir de l'impact. C'est un flip le fun village, pour tout le monde. Oui, Flip de village. ouais, un flip de village. T'achètes un village, Et- 10 ans plus tard, tu le flippes. Ouais, mais éventuellement, c'est ça. Le but, c'est pas de flipper, c'est d'avoir créé cette valeur-là. Puis une fois que le bâtiment il est clair, ben t'as la valeur qui est là. Fait qu'après, ça peut être passé à une fiducie foncière à usage social. Après, comme propriétaire, tu peux dire, ben moi, le bâtiment patrimonial qu'on a acheté il y a 20 ans, maintenant, il est clair. On a des loyers qui rentrent parce que les organismes qui sont à l'intérieur, ils font bien, puis tout ça, fait qu'il y a un 10 000 par mois qui rentre. Puis là, tu dis à Desjardins, avec votre fiducie foncière à usage social, rachetez le bâtiment au prix de l'évaluation, puis vous allez avoir un rendement à chaque mois, ça va faire des rendements. Fait que là, Desjardins n'ont pas besoin de réhypothéquer pour acheter le bâtiment. T'sais, ils peuvent juste prendre de l'argent d'une fiducie foncière, acheter le bâtiment, payer, récolter les loyers à chaque mois. Puis à ce moment-là, ça fait des rendements pour les fiduciaires. Tout le monde est content. Puis moi, j'ai mis en place ce modèle-là juste pour que ça se passe. Puis on l'a fait à l'époque, il y a 10 ans, avec la Meunerie, qui est une salle communautaire, qui est un organisme qu'on a fondé il y a une dizaine d'années. Puis on l'a fait pour ce bâtiment-là au début, mais sans savoir qu'on était en train de développer un modèle d'investissement immobilier impact. Parce que Fred puis moi, les deux copropriétaires, on a décidé de faire le loyer le moins cher possible à l'organisme pour pas mettre de la pression à l'organisme. Puis on a mis aussi beaucoup de temps, beaucoup d'huile de coude dans l'organisme pour le développer. Puis maintenant, c'est un organisme qui a un employé temps plein, qui a un chiffre d'affaires considérable pour un OBNL dans un village de 500 habitants, qui a un impact majeur sur toute notre communauté. Puis ça permet de payer le loyer, puis ça permet de payer, en fait, les assurances puis l'hypothèque, puis tu sais, le minimum. Si on avait été des propriétaires comme les gens qui achètent la rue Saint-Laurent en ce moment, ou whatever, qui augmentent les loyers, qui mettent le monde dehors, qui attendent que ça tombe pour construire des condos, ben il n'y aurait pas de meunerie, il n'y aurait pas ce développement-là à Saint-Adrien. Nous autres, on a décidé de faire le contraire, de dire on va faire le loyer le moins cher possible pour donner une chance à l'organisation. Puis maintenant, c'est bien parce que pour nous autres, on a fait ce move-là. On a mis énormément de temps là-dedans, d'argent, de réno, de tout ça. Mais là, on arrive au bout de 10 ans, puis l'organisme est en mesure maintenant de racheter le bâtiment ou nous, on va revendre le bâtiment, mais à quelqu'un qui veut faire perdurer la mission de l'organisme, de la meunerie. Fait que, tu sais, la meunerie est en vente en ce moment. Puis Fred puis moi, on s'en cache pas, là. Tu sais, nous autres, on a fait ce qu'on avait à faire avec cette organisation-là, avec ce bâtiment-là. Maintenant, c'est le temps de passer le flambeau parce que nous autres, on a d'autres projets. Puis on estime que on a fait ce qu'on avait à faire autour de ça, mais ça, c'est un modèle d'investissement immobilier impact. Puis c'est ce qu'on a refait après avec l'église de Saint-Adrien. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de perdant dans ce modèle-là, en fait? Un modèle où est-ce que tu
t'achètes, tu mets le monde dehors, tu rénoves, tu revends plus cher, il y a des gens qui se retrouvent à la rue, ou il y a des gens qu'il faut qu'ils se retrouvent un autre loyer plus cher. Là, c'est comme, on achète, mais on est tous dans la même gang, on essaye de tous s'élever ensemble. Ouais. Puis éventuellement, on revend, mais on continue cette mission-là de tout monter ensemble en gang plutôt que tasser du monde pour toi faire plus d'argent. Là, t'sais. Exact. Puis c'est drôle. C'est le fun parce que on l'a tout fait en gang, mais aussi, il faut comprendre que ça prend du monde qui signe en bas de la page. Mm-hmm. L'hypothèque jour 1, là, c'est Fred puis moi qui l'a signé. Là. C'est nous autres qui a mis nos couilles sur la bûche, là, qui a dit OK, on signe comme l'église de Saint-Adrien. Quand on l'a acheté, ben personne n'en voulait. Là. La municipalité en voulait plus. Il l'avait acheté, ça faisait 2 ans, ça coûtait cher, il en voulait plus. Les autres promoteurs qui étaient là avant, ils n'en voulaient pas non plus. C'était comme un gros éléphant blanc, personne ne voulait ça. Puis là, nous autres, on est arrivés avec Projet 1606, puis on a dit, on va faire l'acquisition de l'église, puis on a travaillé super fort après pour fonder le BIM, aller chercher les financements, aller chercher tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne puis existe. Mais ça prenait à la base quelqu'un qui dit, puis pour le pourquoi de la compagnie Immobilier Impact, c'est que si tu fondes un OBNL puis que tu as des bénévoles là-dedans puis que tu leur dis « Hey, demain, l'OBNL va devenir propriétaire d'un bâtiment où il faut mettre 600 000 $ pour pas que ça tombe puis que ça va coûter 40 000 $ d'assurance par année, qui veut signer? Il n'y a pas personne qui veut signer. » Fait que moi, j'ai eu la vision puis j'ai dit « On va créer une compagnie qui va signer pour ça parce que je suis confiant que dans 10 ans, on va avoir été capable de prouver le modèle. » Puis là, tu vois, on est à 5 ans avec le BIM, puis là-dessus, on a 3 ans de pandémie, puis on est encore là, tu sais. Fait que, Est-ce que tu aurais cru... Parce que, tu sais, je veux dire, t'es musicien, mais t'es aussi entrepreneur, tu sais, puis t'aurais-tu pensé, mettons, quand t'étudiais en contrebasse classique à 17 ans, que tu mènerais autant de projets entrepreneuriales que ça? T'as-tu toujours eu cette fibre-là ou t'étais vraiment juste comme moi, j'aime ça faire de la musique, puis finalement, la musique t'est ouverte sur tout plein d'affaires? Je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là. Tu sais, mettons quand j'avais... C'est quand même la contrebasse classique, c'est quand même assez niché, on s'entend. J'ai étudié la contrebasse au conservatoire, puis c'est drôle parce que j'étais... tu sais, comme à 19 ans, je pense, quand je suis revenu, j'étais allé à Toronto à 18 ans, puis je suis revenu à Montréal à 19. Puis je jouais dans un bar. Tu sais, je jouais avec des bluesmen, puis tout ça, avec Rick L. Blues, Henri Breton, J.D. Slim. J.D. Slim. Hey, J.D. Slim. C'est un des meilleurs noms. Ah non, ils sont écœurants. Non, mais il y avait tous des noms pas possibles, là, tu sais. Puis tous ces gars-là, il y en a qui sont encore vivants, là. Je les adore tous. Ça a été mon école, tu sais, de blues. Puis, à l'époque, c'est ça, j'étais dans le band, j'étais contrebassiste. Puis, tu sais, il m'avait pris parce que j'avais un char, puis je pouvais faire des lifts. C'était ça aussi avec mes autres bands de Tzigane. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, j'avais genre 17 ou 18 bands en même temps, là, tu sais. C'était le seul qui avait un char. Ouais, c'est ça, tu sais, j'étais le contrebassiste avec un char, ah ouais, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'un de mes amis, François, il m'a dit, hey, puis il dit, quand on t'a engagé, là, on t'avait même pas entendu jouer, on savait juste que t'avais une contrebasse, t'avais un char, you got the job. Puis après, quand t'es arrivé à la première gig, puis tu savais jouer, on était comme, phew, ok, c'est bon, on va le garder, lui. Mais bref, j'étais au conservatoire, puis je m'étais pris un cellulaire à l'époque pour pouvoir avoir une ligne parce que j'étais aussi le booker de mon band de blues. Puis j'étais le booker d'un bluesman comme de 45 ans, puis j'avais 19 ans, puis j'étais son manager. Puis je m'étais fait j'avais une page sur un site web d'un ami, c'était genre booking@stratège.tv. Je m'appelais Peter Phillips. Ça a l'air big, stratège.tv. Stratège.tv, ça a l'air big. Fait que, tu sais, j'appelais au Blues Fest de Ottawa. Puis j'étais genre, hi, this is Peter Phillips calling for Rick L. Blues. From Stratège.tv. Yeah, from Stratège.tv. Puis là, j'étais genre, je parlais au téléphone de même, mais je bookais des shows, man. Je bookais des shows de blues à 5 000 $. C'était comme, let's go, là. Puis c'était drôle parce que tout se faisait par fax dans ce temps-là. Puis la secrétaire du conservatoire, Ghislaine, était c'est elle qui recevait tes fax. Elle était tellement cool. Tu l'aies dans ta poche, là, elle était tellement cool. J'arrivais puis j'étais comme faudrait que je renvoie faudrait que je reçois un fax de tel festival. Puis elle était comme ben oui, donne-leur le numéro. Fait que là, tu sais, je sortais de mes cours après l'avant-midi. Puis là, j'avais 2-3 contrats à signer. Je signais les contrats.
elle les renvoyait, puis j'étais comme, merci tellement. Puis elle était comme, ouais, cette journée-là, on a un concert d'orchestre, là, tu vas manquer le concert. Puis j'étais comme, ouais, je sais. je vais peut-être me trouver un sub pour la gig de blues, puis je vais être au concert d'orchestre, parce que je veux pas chier ma session. Mais c'était ça, tu sais, c'était déjà ça. Puis, mais c'est tellement drôle parce que c'était tellement pas le. Hey, c'est loin du classique. L'espèce de musique, chemin normal d'étudiant en musique, surtout en classique, que les meilleurs vont devenir vont jouer avec un orchestre ou ça, mais après ou bien vont enseigner la musique. Puis c'est à peu près ça, c'est genre de débouchés normal d'étudiants en musique classique. Puis là, toi, c'est comme non, moi je vais me créer mes opportunités, puis je vais apprendre à faire tous ces genres de job connexes-là, puis pour pouvoir, à un moment donné, je vais produire un vidéoclip de Kygo. Ça, je te disais tantôt, on dirait que plus on te parle, plus tu sors des histoires que tu dis, voyons, ça se peut pas. Finalement, il y en a tout le temps, de plus. T'sais. Ben, tu sais, moi, j'étais allé étudier au conservatoire en contrebasse classique parce que c'est l'instrument le plus tough que j'ai pris dans mes mains. Ouais. Ever. Tu sais, j'étais jeune, je jouais du drum, la bass, la guitare, du keyboard, je chantais. Puis là, j'ai pris une contrebasse dans mes mains, j'ai fait comme watch out. Là, ça, c'est quelque chose. Fait que j'étais allé là-dedans. Tu sais, je vais jamais vers le chemin facile, je pense. Tu sais, j'aime ça, donner des défis. Puis là, après ça, tu sais, après un an à Montréal, j'ai eu un full scholarship pour aller au Glen Gould School à Toronto. Fait que là, j'étais allé là-bas, j'ai découvert des musiciens exceptionnels. Tu sais, l'orchestre du Conservatoire Royal du Canada, c'était fou. Je pratiquais comme un fou, 8 heures par jour. J'avais des cours magistraux en anglais. Puis là, après ça, je suis revenu à Montréal. J'ai fini mon cégep parce qu'ils n'ont pas crédité mon année à Toronto. Puis après ça, je me suis arrangé avec mon prof, puis j'ai fait mon bac en 2 ans. J'ai fait deux années en une quand je suis revenu. Puis, tu sais, j'ai vraiment clenché ça, mais moi, je voulais étudier la musique classique pour comprendre la musique. Parce qu'à 15 ans, je savais pas lire la musique encore comme du monde, tu sais. Fait que quand je suis arrivé au conservatoire à 16 ans, puis qu'ils m'ont retranché, puis qu'ils m'ont mis avec des jeunes de 12 ans en solfège, man, j'étais comme, mon ego en a pris un coup, là j'étais avec les kids, puis j'étais comme, OK, mais ces kids-là sont au conservatoire depuis qu'ils ont 3 ans, sont vraiment meilleurs que moi. Moi aussi, je vais être capable de solfier de même, puis moi aussi, je vais être capable de comprendre le contrepoint, l'harmonie, l'analyse, la dictée, tout ça. Fait que je suis allé en musique classique parce que c'était la place pour apprendre la base de tout. Puis une fois que tu as ça, ben faire une tune pop ou faire du jazz, c'est la base de la musique classique. Fait que tu sais, je voulais ça. Mais j'aurais pu aller en chant à Saint-Lô, en chant jazz, puis j'aurais fait ça, tu sais, mais ouais. T'aurais peut-être fait moins de film scoring, peut-être pas. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, le côté entrepreneurial puis tout ça, là, tu sais, quand j'étais au secondaire, là, j'étais dans le conseil étudiant, dans la radio étudiante, j'étais en vie communautaire, j'étais dans les sports, j'étais dans l'harmonie, j'étais dans les combos de jazz. Je jouais au basket, je faisais du snowboard la fin de semaine. J'étais président du club de ski. J'ai toujours aimé ça, être dans l'organisation aussi. T'sais. Ma mère, c'est une JO, là, joyeuse organisatrice. Puis je pense que je suis un joyeux organisateur. Là. J'aime ça quand on a une destination, on a un but, puis on y va tout ensemble, puis on s'arrange que personne ne se perde, puis qu'on y aille. Là, on y va en gang. Là. Ouais. Puis à travers tout ça, moi, quand j'ai beaucoup de trucs qui se passent dans ma vie, puis que mon cerveau est un peu éparpillé dans plusieurs projets, puis ces dernières années, ça arrive, là, mais comme mon aspect créatif disparaît complètement. Je tombe un peu en mode calculatrice, là, de répondre à des emails, puis de gérer des affaires, puis j'ai de la misère moi, j'ai fait ma maîtrise en littérature, en création littéraire, fait comme j'avais cet aspect-là, que là, j'ai plus du tout. Je me suis dit m'asseoir pour écrire, puis il n'y a rien qui se passe, là. Genre, je trouve que c'est pas bon ce que je fais, puis ça marche pas. Toi, malgré tout ça, as-tu encore la créativité facile, mettons? Autant ben, c'est sûr que quand tu fais du scoring pour des films ou de la prod, c'est créatif, mais ça vient pas de toi nécessairement, mettons, là. T'as-tu encore ça? Oui, mais tu sais, de la création, il y en a partout pour moi. Là, le projet de l'ancienne église de Saint-Adrien, du Beam, tout ça, pour moi, c'est de la création. De la créativité. C'est de la créativité à l'œuvre
dans un contexte de prospective, de développement communautaire, social, développement territorial. Mais, tu sais, je comprends ce que tu dis puis ce que tu vis, tu sais, puis j'essaie de m'arranger le plus possible pour que le côté calculatrice, plan d'affaires, tu sais, relance, tout ça, soit dans les mains de quelqu'un d'autre. Pas que je m'implique pas dans ces choses-là, mais j'essaie de me dégager du temps de plus en plus. Puis tu sais, là, avec la pandémie puis tout ça, j'ai eu, tu sais, un crunch d'années plus calculatrice puis moins de création, moins de créativité parce qu'il y avait tout plein d'enjeux. Là. Tu sais, on a fait les rénovations dans l'église, construit les studios, tout ça. Mais là, j'étais à un point dans ma vie où j'ai vraiment envie. Puis je comprends que mon X aussi, c'est vraiment la création. Fait que je veux me remettre à faire plus de musique. Déjà, j'ai commencé dans les dernières semaines. J'avais des artistes à la maison, fait des sessions de writing. J'ai plusieurs films en cours. Je veux vraiment me remettre à écrire pour moi, là, pour mes projets. Ouais. Puis c'est ça qui est cool puis qui est rafraîchissant, je trouve, de t'entendre puis qui est inspirant, c'est que, tu sais, en fait, des fois, tu sais, mettons, c'est comme si on oppose un peu création artistique puis être un artiste avec entrepreneuriat puis avec, tu sais, business puis tout ça, comme si c'était des choses qui étaient comme des antithèses, là, tu sais, au final. Puis tu sais, quand on t'entend parler, je veux dire, t'es entrepreneur, tu fais plein de projets, mais la création, je veux dire, t'aurais pu aussi décider probablement de être gestionnaire du Beam, puis genre, tu sais, être plus le gars qui... mais tu sais, tu fais encore des musiques de films, tu fais encore des albums, tu fais, tu sais, le côté créatif, le côté artistique, en fait, j'ai l'impression que plutôt qu'être l'art qui nourrit la business nourrit l'art, en fait, parce que justement, ça t'amène aussi des nouveaux projets. Le fait d'avoir créé le Beam, d'avoir créé, d'être entouré d'artistes, ben là, ça amène des projets aussi. Fait que finalement, ça reste l'art, on dirait, qui est comme... mais c'est le focus point. Qui est avant tout le reste, là, tu sais. Ouais. Puis que ce soit la création des autres ou la mienne, comme, tu sais, les artistes qui sont signés sur Birdhouse, tu sais, ils viennent passer du temps au studio, on co-crée ensemble, on organise des camps d'écriture, on a fait Foyer à l'automne dernier, à l'église, avec 16 créateurs qui sont venus pendant 4 jours créer des tunes. Tu sais, j'aime ça, encourager la création, puis, tu sais, justement, faire en sorte que 1 + 1 + 1 = 8, là, tu sais, qu'on crée de la valeur ensemble. Puis c'est un beau terrain de jeu, justement, pour faire ça, tu sais. Quand, par exemple, il y a des productions qui se font en Estrie, puis qu'on est approché par des gens qui disent « Hey, moi, je fais mon premier long-métrage, on a fait un socio-financement, on n'a pas full de budget, mais vous avez une bonne caméra, on peut-tu vous emprunter du matériel ou faire un deal ou tout ça? » Mais la mission du Beam, c'est de dire « Oui, on va s'arranger pour que cette création-là soit possible. » Puis on est allé chercher des financements au fédéral puis au provincial pour acheter ces équipements de pointe-là. Fait que si ça se loue 3000 $ par jour à Montréal, puis que toi, tu as 300 $ par jour de budget, ben on va te le louer à 300 $ parce que tu fais partie de l'écosystème. Puis nous autres, notre mission, c'est d'encourager justement le fait qu'il y ait de la création de contenu puis de la création sur le territoire. Fait que ça rentre dans notre mission, tu sais. Mais pour réaliser ces missions territoriales-là, ça prend le support, tu sais, des bailleurs de fonds, des gouvernements, puis des SODEC de ce monde, du CALC, tout ça. Puis en région, on se rend compte que c'est encore très montréalo-centré, toutes ces aides financières-là. Fait que, tu sais, des fois, on se fait dire « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas une maison de production à Montréal? » On est comme « Ouais, mais on est une maison de production régionale. Fait qu'on veut encourager les maisons de production régionales. Fait que, tu sais, c'est un immense plaisir, en fait, de pouvoir, grâce à de la création qu'on a faite, puis grâce à des projets qu'on a montés, de pouvoir participer à des projets comme ça qui ne verraient pas le jour si on n'était pas là. T'sais. Fait que c'est là qu'on voit vraiment qu'on a un impact sur l'écosystème. C'est ça l'affaire, c'est que ça permet des trucs impossibles sans ça. Là, ouais. Moi, ça me parle beaucoup depuis notre conversation. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis,
Tantôt, je réfléchissais quand tu mentionnais, tu sais, que toi, ta blonde, vous payez deux apparts, 2 hypothèques de condo, le studio, l'atelier. Puis là, je faisais juste dans ma tête, tantôt, je me disais, j'essaie de calculer, mettons, le loyer ici, comme mon loyer, ton loyer. Ouais. Moi, j'ai un loyer, j'ai le loyer ici, puis j'ai l'autre loyer de studio de musique aussi. Là, ben oui. Tu sais, puis là, je calculais tout ça, je me disais, au final, là, ces ressources-là, mettons, en région, ça vaut 3 fois ça. Tu sais, dans le sens en termes de ce que tu peux avoir pour ça, mettons. Ben oui. Puis si à la place de prendre 3 fois ça, tu prends la même chose, ben là, tout le reste, tu peux le mettre dans ce que tu veux. Là, on dirait que ça apparaît tellement clair, mais on dirait que c'est un saut dans le vide, j'imagine. Là, mais ben, tu sais, en région, ce qu'on essaie de créer, tu sais, c'est aussi, tu sais, un milieu de vie sain pour les gens. Fait que, tu sais, moi, je me dis, tu sais, hypothétiquement, tout ce que vous mettez pas dans des loyers ou dans des hypothèques à Montréal, puis que vous êtes à la campagne, puis qu'à Go, on est une 50aine de personnes qui travaillent en créativité numérique, puis qui travaillent en création de contenu, puis qui travaillent en art, puis tu sais, tout ça, ben tu poules ensemble, puis tu dis, ben à 50, là, notre extra loyer, là, on pourrait pas se payer une grosse serre puis avoir des légumes à l'année. Mm-hmm. Ah, puis by the way, si tu fais partie d'une organisation, puis que tu as des terres, puis que tu montes un projet intelligent comme il faut, ben le MAPAC va embarquer, puis ils vont mettre des sous pour développer ta serre. Puis là, tu as peut-être des agriculteurs locaux qui voudraient développer un projet de serre, mais qui n'ont pas le cash flow pour le faire, puis qui se disent « je vais le faire dans 5 ans ». Mais là, si tu as 50 creatives qui arrivent et qui disent « Hey, moi, je suis graphiste, je travaille pour la NASA à distance, puis j'ai un 50K de lousse pour investir dans votre projet, parce que moi, ça va m'importer que dans 10 ans, on ait des légumes ici puis qu'on ait une autonomie alimentaire. » Mais c'est ça qu'il faut créer. Puis c'est un peu l'idée derrière le hub créatif, tu sais. C'est de se rassembler autour de buts communs, puis de notre humanité commune, puis de dire, peu importe tes allégeances politiques, peu importe que tu sois de droite ou de gauche ou de whatever, on a tous besoin de manger, tu sais. Fait qu'on peut tous se rassembler autour du thème de la bouffe, puis dire que, à la gang, on peut créer des serres. Puis si tu as du monde de droite puis du monde de gauche, ben ça va s'adonner que les serres vont être ultra socialistes, mais ultra rentables aussi. Ouais. Puis que là, tu vas pouvoir parler, tu sais, aux instances gouvernementales puis aux bailleurs de fonds, puis dire, ben tu sais, c'est pas porté par une personne, c'est porté par toute une collectivité. Mm-hmm. Puis c'est de là l'idée un peu, tu sais, de ce concept-là qui est la ruralité radieuse, tu sais, que j'essaie de mettre, que je veux mettre de l'avant dans les prochaines années. Hein? Faudrait que tu écrives un livre. Un manifeste, manifeste de la ruralité radieuse. Je le sais, il faut que je le fasse. Je sais. Parce que ça me fait penser, la conversation qu'on a là me fait penser à la conversation qu'on avait eue avec Jean-Martin Fortier, le maréchal, le jardinier maraîcher. Puis, tu sais, le concept est un peu celui-là, là, de dire, hey, moi, je vais aller là, puis on va, tout le monde, utiliser cette ferme-là super rentable parce que tu sais, son petit hectare, grâce à ses techniques, sont comme ultra rentables. Puis tout le monde en bénéficie, tu sais, puis ça ravive la vie dans son coin de pays. Là. Ben oui, j'aime beaucoup Jean-Martin. Jean-Martin, on a de très bonnes discussions ensemble. Ah ouais, hein, sûrement. C'est-tu... Il est dans le bout de Saint-Armand, lui, Friedrichsburg, avec son projet Old Mill. Ouais. Là, ils sont un peu en train aussi de... Tu sais, là, eux, ils ont le côté ferme, tu sais, très fort, maraîchage, tout ça. Puis nous autres, c'est très culturel. Fait que, tu sais, on veut s'allier ensemble, faire des hubs agriculturels, tu sais, comme... Des hubs agriculturels, ben ouais, tu sais, faire des ponts, parce que là, eux, ils ont la culture culinaire, ils ont la culture, tu sais, ils vont avoir des résidences à Old Mill, tout ça. Fait que c'est un super beau projet qu'ils sont en train de faire là-bas, là. Mm-hmm. Ouais. Mais tu sais, ça prend des projets comme ça partout au Québec, tu sais. Ben oui. Puis l'idée de la ruralité radieuse, c'est ça un peu, tu sais. On a calculé l'impact de monter des projets structurants comme ceux du BEAM, puis du Hub créatif, ou de Old Mill, ou de, tu sais, des projets comme ça, dans des villages de 2000 habitants et moins. Puis tu sais, il y en a 731 au Québec, des villages de 2000 habitants et moins. Puis si on faisait des projets structurants comme ça dans une centaine de villages, ça serait des impacts positifs là, qui se calculent en termes de milliards. Là. On parle de 5 milliards sur 5 ans en impact positif sur l'économie du Québec dans les régions. Mais
là, on parle même pas de l'indice de bonheur, on parle même pas du fait que des gens qui mangent mieux, que leurs légumes ils ont fait moins de chemin sur la route, donc ça fait moins de CO2, tu sais, les réductions de gaz à effet de serre, les impacts sur la santé de l'humain, les impacts sur les communautés, d'avoir des fermes comme ça, où on va créer du lien, où il va y avoir du travail multigénérationnel, où il va y avoir de la rencontre, sur la santé mentale, sur l'éducation, sur l'isolement des personnes âgées, tu sais, tous les facteurs de calcul qui rentrent en ligne de compte, c'est fou là, l'impact que ça pourrait avoir. Même sur la capacité d'immigration du Québec, là, parce que là, si tu as des hubs régionaux qui deviennent intéressants pour les immigrants qui arrivent ici, pour aller utiliser leur talent et leur capacité, aller dans ces hubs-là, la francisation, parce que là, tu es entouré de personnes qui parlent français, qui t'accueillent dans leur village, c'est fou. Là. Ouais. La capacité d'accueil du Québec serait décuplée probablement là, avec l'application de la ruralité radieuse à une échelle provinciale, tu sais. Ouais. Écoute, je suis vendu. Moi, ça me fait penser aussi à la conversation qu'on a eue sur l'intelligence artificielle il y a pas longtemps. Puis que, justement, on parlait de ville puis d'identification, puis on parlait de... Moi, je mentionnais que j'étais anxieux à l'idée de dire... que ce soit la solution. Que la solution, ce soit la densification des villes. Moi, ça me faisait paniquer d'entendre ça comme étant une solution pour lutter contre les changements climatiques. Moi, ça me faisait paniquer, ça. Puis lui disait, pas nécessairement, puis grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait vivre dans des sociétés qui ont plus l'air de l'état de nature, mais optimisées par l'intelligence artificielle, qui fait que justement, on a tout ce qu'on a besoin, puis qu'on utilise la technologie. Ça me fait penser à ce qui se passe à Saint-Adrien, justement. Tu disais la commande de l'épicerie qui se fait automatiquement, puis tout ça, puis c'est justement utiliser la technologie pour finalement revenir à une vie qui semble plus simple, qui semble plus naturelle, mais sans faire aucun compromis sur la qualité de vie. Tu sais, quand on regarde, là, possiblement que l'intelligence artificielle, ça serait un moyen d'optimiser nos processus puis d'optimiser la vie ensemble puis tout ça, là, parce que, tu sais, moi, je suis parti d'un principe à un moment donné, là, tu sais, j'ai plein d'amis agriculteurs à campagne, puis tu sais, la même semaine, je pense qu'il y en a 4 qui m'ont dit « Ah, moi, j'aurais besoin d'un employé, mais qu'une journée semaine. » Là, je suis comme « Hey, vous êtes 4 à dire que vous avez besoin de quelqu'un une journée semaine. Pourquoi on fait pas venir une personne dans la région qui va pouvoir faire une journée chez vous, une journée chez vous, une journée chez vous, puis c'est réglé, tu sais. Ah, là, les horaires, puis tout ça. Puis là, ah non, mais tu sais, les horaires... Mettons, là, hypothétiquement, là, t'as une job de toit à faire sur ta ferme, là. Puis t'as un bassin de 1000 personnes dans ta région. Puis sur les 1000, là, il y en a 100 qui ont dit qu'ils étaient bons, eux autres, pour faire de la toiture. Ben, tu lances une requête dans une application X qui n'existe pas, mais qui est gérée par l'intelligence artificielle. Puis en sachant qu'est-ce qu'on sait de ce qui se fait, est assez simple. C'est vraiment simple. Ça, c'est simple. Sachant ce qu'on sait qu'on est capable de faire. Là, c'est ultra simple. Fait que là, tu lances une requête. Moi, j'ai besoin de faire mon toit d'ici 2 semaines. OK? Mais là, l'intelligence artificielle peut prendre en compte la météo, la disponibilité des matériaux dans les environs, la disponibilité des gens, puis va dire « Ah, ben, on a des dates tentatives le mardi, le jeudi, puis le lundi d'après. » Puis là, les 100 personnes qui ont dit qu'ils étaient disponibles pour faire de la toiture, là, ben, les AI vont savoir quand est-ce qu'ils se sont mis disponibles ou pas. Fait que ces 100, s'il y en a 50 qui sont disponibles ces 3 jours-là, ça leur envoie une requête à ces 50-là. Puis les 10 premiers qui disent « Oui, je prends la job », ben là, c'est booké dans leur calendrier. Puis lui, dans son calendrier, il va savoir que mardi, il va avoir 10 personnes pour refaire son toit de grange, puis qui sont compétents parce que l'application, c'est peut-être une méritocratie aussi. C'est peut-être une place où hey, moi, je suis bon là-dedans. Tu laisses un rating. Hey, finalement, il n'est pas très bon là-dedans. Il est bien fin, mais pas très bon là-dedans. Puis l'intelligence artificielle, ce qui est cool, c'est qu'elle s'en fout. Fait qu'elle va rater. Puis après ça, les gens, quand ils vont faire la job, là, ils ne seront même pas payés par le fermier. Là. Ils vont être payés sur l'application. C'est, lui, il va payer dans le cloud, puis eux, ils vont recevoir dans le cloud. Puis là, à ce moment-là, on peut-tu dire que ça peut être une blockchain, un token régional qui devient comme le billet de 20$ coupé en Gaspésie,
Ou ce que quand tu le dépenses localement, ça vaut le double. Ou ça devient, tu sais, une crypto, ça devient sa blockchain. Puis que là, tu es allé aider fermier à faire son toit. Puis soudainement, tu as un 1000$ de compte au Saint-Vrac pour faire des achats. Tu sais, c'est ça qu'il faut réimaginer, là. Puis tu sais... Ça fait partie de tes 80% d'idées dont tu parles. Ouais. Tu dis quelqu'un va pogner. Puis quelqu'un va pogner ça, mané. Tu sais, puis comme je comprends pas pourquoi au Québec, on n'a pas de transport en commun. On n'a pas un monorail avec le moteur roue qui run de Gaspé à Toronto. Ça, je me l'explique mal. Tu sais, le moteur roue, ça fait 50 ou 60 ans. Je sais pas, là, c'est complètement fou qu'on n'ait pas mis ça à profit pour la société québécoise puis qu'on n'ait pas de transport en commun qui fonctionne. Tu sais, des autobus, des monorails, des whatever, là, tu sais, juste dans notre petite MRC, des petits autobus électriques. Moi, je le prendrais, le petit autobus électrique, pour partir de Sainte-Anne, aller à Val-des-Sources, faire mon épicerie, puis revenir par le circuit, tu sais. C'est comme... Je prendrais 2 autobus qui font le tour, puis il y aurait un départ à toutes les heures de chaque bar. Tu sais? C'est fou, mais on dirait que tout ça, c'est comme ça... Tout le sens du monde, là. Quand est-ce que tu te lances en politique? Jamais. Jamais? Jamais. Moi, je suis contre les partis politiques. Toutes? Toutes. OK. Toutes les partis. T'es contre l'idée de parti? Je suis contre l'idée de parti. Je suis contre l'idée de s'opposer. L'opposition. Y a-tu de quoi de plus aberrant que ça? Il y a du monde intelligent des deux bords, puis il y a une proposition qui est faite d'un côté, puis l'autre côté va s'opposer juste parce que c'est sa job de s'opposer. Ouais. Puis après, on va attendre 4 ans qu'eux autres soient au pouvoir. Ils vont proposer la même Christie d'idée qu'eux autres ils ont proposé. Mais là, ils vont voter pour parce que c'était leur idée puis c'était leur motion. Fait que là, tu sais, c'est... On n'arrive à rien avec ça. Moi, ce que je voudrais voir, c'est genre... Françoise David puis Pierre-Carl Pellado qui s'entendent sur une politique culturelle, économique puis éducationnelle, genre. Qui a un problème puis qui se mettent ensemble pour trouver la solution qui plaît aux deux. Là, et que la solution découle d'une discussion et d'arguments et de faits valables. Il n'y a pas... Tu sais, je pense que de droite ou de gauche, ça va juste faire en sorte que la bourse va être mieux gérée, peut-être. Puis des fois, on a l'impression que la gauche gère mal les finances, mais non, là, c'est, tu sais, comme... Il y a des fiscalistes puis des comptables partout, là. Mais tu sais, qu'on retourne les problèmes sous tous leurs angles, puis qu'on les regarde pas juste avec notre lunette de droite ou de gauche, puis qu'on abolisse les partis, parce que la partisanerie, je pense, c'est la pire affaire. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer Philippe Couillard, quand il était premier ministre. Il est venu à Saint-Adrien 2 fois. Puis cet homme-là m'a beaucoup impressionné par son écoute, son intelligence. C'est lui qui m'a mis en contact, qui m'a fait découvrir le travail de Le Corbusier, puis de la ruralité radieuse, des villages radieux. Puis si j'avais écouté les gens de mon entourage, je l'aurais jamais accueilli chez moi. Le démon en personne. Oui, puis moi, j'étais sorti quand j'étais étudiant, les carrés rouges, tout le kit, tout ça, puis j'étais pas nécessairement... Mais je me suis dit, si je ne vais pas à la rencontre de cet homme, je suis même pas digne de critiquer ou même de porter mon nom d'être. Parce que ce qui est le pire, je pense, dans les relations humaines, c'est la peur. C'est la peur qui drive les conflits. C'est la peur, la peur du manque, la peur de l'autre, l'incompréhension. Puis quand on va à la rencontre de quelqu'un que l'on croit son contraire ou son opposé, on se rend compte qu'on a plein de points communs, plein de valeurs communes. Alors pourquoi pas se concentrer sur ces valeurs communes-là, puis travailler ensemble pour faire advenir des futurs souhaitables. C'est tout à fait... La plupart du monde s'entendent sur qu'est-ce qui... c'est quoi l'idéal, en fait. Après ça, on s'entend pas souvent sur la manière de l'atteindre, puis sur ce qui finalement des virgules, mais ce qui finalement aussi, ça
ça se trouve objectivement aussi. Là. Je veux dire, ça se calcule ou C'est ça ça, se... exact. Il n'y a rien de pire, mettons, dans la dernière élection, là, où est-ce que c'est le débat des chefs, puis tout le monde se garoche un chiffre en immigration. Ah ouais. Tout le monde se garoche un chiffre. Tout le monde, 80 000, 30 000, 50 000, puis là, OK, non. On va le calculer. Ouais. On va le calculer. Puis après ça, peut-être que ça va varier selon sur quoi tu priorises, selon tes valeurs, puis qu'est-ce que tu priorises, mettons, mais calculons-le à la place de juste se garrocher des chiffres Ouais, puis là, il y en a un peu arbitraires. Là, 45 000, 62 ça n'a comme pas de sens. Là. Tu sais, c'est des pourcentages puis des nombres absolus. Puis c'est ça. Faut faire du sens de ces enjeux de société-là. Puis je pense que tant qu'il va y avoir des partis politiques, on sera pas capable d'arriver là parce qu'il y aura toujours opposition. Moi, j'imagine un genre de système là, où chaque village choisit son champion ou sa championne. Puis ensuite, au niveau des MRC, tu sais, fait que tu te ramasses 500 personnes dans l'église, là, puis là, c'est qui veut aller nous représenter, c'est qui le porte-parole, comme à l'école. C'est qui le porte-parole, là, tu sais, fait que là, t'en choisis un ou une dans ton village, puis après, mettons, dans notre MRC, il y a 7 villes et villages. Fait que là, les 7 que les villages ont choisis, ils se rassemblent ensemble. Ils s'en vont d'une salle, puis là, t'as 7 co-porte-paroles qui arrivent là, puis ils disent, bon, là, dans MRC, c'est qui est bon pour passer au prochain niveau pour aller nous représenter là, à l'autre palier. Fait que là, tu vas tout le temps avoir la meilleure personne, la personne choisie par le groupe pour vrai, publiquement, qui vont s'être... tu sais, puis des fois, peut-être qu'il va y avoir un débat où deux... avant de choisir la personne. Deux candidats vont dire, « Hey, finalement, à la lumière du débat qu'on vient d'avoir, là, je pense que c'est toi qui devrais y aller. » Fait que, vas-y. Puis là, finalement, l'autre va être choisi dans le cercle pour aller encore plus haut. Fait que la personne qui était deuxième ici, ben, va devenir le petit boss de son village, tu sais. Puis là, je dis petit boss, mais tu sais, c'est le champion ou la championne. Puis là, après ça, tu remontes plus haut, puis ça va toujours être, quand tu vas arriver au niveau de l'Estrie, puis que tu as toutes les MRC, ben, dans toutes ces MRC-là, ben, ils vont en choisir... un ou une qui va aller à la prochaine étape. Fait qu'on va se ramasser avec 100 personnes à la Chambre des communes qui n'ont pas de parti puis qui sont les meilleurs pour représenter le groupe région. Qui représente leur région parce qu'ils vont avoir été choisis démocratiquement par débat public dans des petits groupes pour accéder à la prochaine étape, tu sais. Puis ça enlèverait les partis. Puis il y a des moyens de faire ça, là, tu sais. Puis il y a des moyens aussi de faire des votes électroniques, là. Tu sais, je veux dire, mon téléphone reconnaît ma face, reconnaît mon pouce, reconnaît, tu sais... Ça, c'est un des plus grands mystères encore, là. Ouais. Pourquoi encore, on n'arrête pas de se plaindre des taux de participation au vote. C'est comme, oui, je comprends, mais on pourrait l'avoir en notification. C'est simple que tu réponds à un courriel ou alerte Amber, là, mettons. Ah ouais, tu vas à ton clic secure, man, puis là, tu mets ton pouce, tu mets ta rétine, tu mets ta face, tu sais, ton dessous de pied, je sais pas, n'importe quoi. Puis là, ça t'identifie, puis tu peux même prendre un témoin proche de toi qui dit, tu sais, je témoigne... Pilou est pas en danger, il est en train de voter, puis c'est correct, là. Puis tu sais, sur plein d'enjeux, on pourrait mettre ça en place. Puis encore là, intelligence artificielle, gestion des données. Moi, je pense que le futur des régions aussi passe par... Puis là, je rentre dans un autre sujet là, qu'on n'a pas le temps d'aborder. Il va falloir qu'on se reprenne. Faut qu'on s'arrête, là. On peut parler des heures encore. Mais je pense que le futur des régions passe aussi par la saine gestion des données, puis la souveraineté des données. Puis, tu sais, on travaille sur un prototype à Saint-Adrien de chaufferie numérique où on réutilise la chaleur de serveurs informatiques pour chauffer l'église depuis 5 ans maintenant. Puis là, de plus en plus, je me rends compte que l'accès aux données, l'accès à Internet, puis l'évolution de l'intelligence artificielle va permettre beaucoup d'innovation dans la vie des humains, puis dans le développement de nos régions. Fait que tu sais, au lieu de faire un Q-scale, comme ils sont en train de faire à Lévis avec 1,2 milliard d'investissements dans un immense centre qui va mettre une pression sur le grid d'Hydro-Québec dans ce coin-là, qui va faire en sorte que ça va créer des jobs, mais dans ce coin-là, puis ils vont climatiser tellement il y a des serveurs, même l'hiver, ils vont climatiser. Mais de dire, on prend ça, puis on fait une centaine de centres de données à 12 millions partout au Québec. Mais là, tu viens de créer des jobs en TI
partout en région. Tu viens de chauffer les bâtiments patrimoniaux partout en région. Tu viens de connecter tes régions. Puis tu viens potentiellement de créer des nodes du cerveau de l'intelligence artificielle partout en région, décentralisé. Fait que là, il y a un aspect géopolitique à ça qui est vraiment intéressant. C'est que si nos serveurs puis nos data sont décentralisés, mais c'est pas attaquable physiquement parce que dès qu'un point tombe, les 99 autres prennent le relais. Il y a une distribution des richesses aussi dans la province puis de la connaissance parce que si tu es un spécialiste en TI, en informatique, dans chaque village, ça, c'est du monde qui arrive, qui ont des enfants, qui ont peut-être une femme qui est médecin ou qui est infirmière ou qui est prof ou puis un chum qui est dans une autre profession. Mais tu sais, ça permet de créer des jobs de qualité en région, d'installer ces gens-là qui vont être prompts puis willing souvent à faire de l'innovation. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, t'abordais la technologie tantôt, là, tu sais, la technologie au service du développement de la collectivité puis des humains en région, je pense que c'est un gros point qu'il faut développer puis qu'il faut aborder prochainement. Ouais. Très intéressant, man. Merci beaucoup de ton temps. Hey, merci à vous. C'était super. C'est le fun de t'en savoir. Man. Yes, merci beaucoup. Merci. All right.